Hey, Defecator, on défake sur les fakes. Parlez dans le vide, parlez avec des gens qui n'existent pas, vous allez me dire, ça ne peut arriver qu'à ceux qui n'ont pas les yeux en face des trous. Ou qui n'ont carrément pas fait de trous, comme l'ami du bon goût. Mais détrompez-vous, régulièrement, vous échangez avec des gens qui n'existent pas. Alors avec Siri ou dans les chats d'assistance par exemple, mais pas que. Sur les réseaux sociaux aussi, vous vous adressez parfois à des robots, à des faux comptes. Alors à quoi ça sert? Jusqu'où ça peut aller? Et comment détecter les robots et les zombies? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon, on va peut-être rentrer. D'accord. Ça me fait vraiment du bien de t'avoir raconté tout ça. T'es un vrai ami à qui on peut parler. Bon écoute, si ça t'a rendu service, en plus j'en ai profité pour aller ramasser des fraises et bois, il y en a tout un par terre, là-bas sous les bosquets. Et sinon, pourquoi tu essayes pas les réseaux sociaux? Non mais je vois, j'y ai pas la même écoute. Toi tu me laisses m'exprimer. Tu fais pas la cire d'oreille. La sourde oreille. Non mais quand t'es bouché des oreilles, t'entends pas, pareil. C'est pour ça que j'ai dit la cire. Ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. La puce à l'oreille, mais ça veut rien dire. La pisse non plus. Ah oui, c'est vrai. On va peut-être rentrer. Allez, derrière d'où tu marches. Ah oui, mais non, c'est vrai. Aujourd'hui, on va donc regarder comment ça marche, les faux comptes de propagande sur les réseaux sociaux. Mais juste avant ça, j'ai une annonce importante à vous faire, ça va prendre 2 minutes. Vous l'avez bien compris, maintenant, le but d'une chaîne comme celle-ci, c'est pas d'avoir quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Oh, je suis un fact-checker, je suis un super-héros, wesh, qui est dans l'erreur, et ça c'est vrai, et ça c'est faux !» Non, moi, mon objectif, c'est que vous soyez indépendant. Donc, que petit à petit, vous chopiez tous les trucs qui existent pour vérifier par vous-même, sans avoir à croire quiconque juste sur sa parole et sa bonne tête. Et c'est pour ça que je fais de plus en plus de tutos pratiques, qu'on essaye régulièrement de regarder ce qui se fait comme fake. Là aujourd'hui c'est les faux comptes, le deepfake, le phishing. L'intérêt c'est que vous restiez à l'affût et que vous ayez les bons réflexes pour pas vous faire avoir, que ce soit par des charlatans ou des gouvernements. Mais voilà, souvent on me dit... Oui, tes vidéos elles sont super intéressantes, on aimerait bien en montrer tel ou tel bout, par exemple quand tu parles des bulles de filtre, mais quand c'est perdu au milieu d'épisodes qui font 1 heure, c'est pas possible et les gens regardent même pas le lien qu'on leur fait passer. Du coup, pour que tout ça soit encore plus pratique, je vous ai mis en place une seconde chaîne, Defecator Vite Fait. Sur Defecator Vite Fait, vous ne trouverez que des extraits de 5 minutes max, qui se concentrent à chaque fois sur un seul sujet précis et qui seront donc plus faciles à partager. Je vous ai mis les liens sous la vidéo, vous verrez, il y a déjà pas mal de choses dessus, j'ai passé tout le mois de juin, et ça permet de les mettre à part, parce que si je les avais mis sur cette chaîne, entre les nouveaux épisodes et les extraits des anciens, au bout d'un moment, on s'y serait plus retrouvé. Alors, bien sûr, j'en ai profité pour glisser quelques inédits, bon, vous allez pouvoir aller explorer tout ça. Voilà, abonnez-vous, c'est gratuit, et à cette chaîne-ci également, je vous le dis jamais, mais enfin c'est l'occasion, c'est bon pour la chaîne, et c'est mieux pour vous, pour voir passer mes vidéos dans vos recommandations, vu mon rythme de sortie aléatoire. Alors, par exemple, je vous ai fait une vidéo très pratique, très concrète, sur comment vérifier une image vite fait. Comme ça, quand une photo choquante circule sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de vous en remettre à tel ou tel fact-checker et d'attendre qu'il se penche dessus. Là, vous avez la méthode pour vérifier rapidement vous-même, en quelques clics, si la photo n'a pas été détournée de son contexte. Là, en l'occurrence, je prenais l'exemple d'une photo qui a circulé le 1er juin sur Twitter, au moment où il y avait des manifestations pour le Black Lives Matter, et qui semblait montrer qu'il y avait des explosions à Washington dues à des émeutes hyper violentes. Le tuto vite fait vous montre comment vérifier l'image, quel que soit le navigateur que vous utilisez, sur PC, sur smartphone, il y a des moyens très rapides. Et là, en vérifiant la photo, on pouvait retrouver en 3 clics qu'en fait, elle était tirée de la série Designated Survivor sur Netflix, donc c'était du fake. Twitter, ils en ont supprimé pas mal. Mais alors, ce qui était frappant ce jour-là, et là on entre en plein dans le sujet de notre vidéo du jour, si on regarde sur Twitter par exemple, cette fausse info, avec le hashtag DC Blackout, comme quoi il y avait un blackout imposé à la ville de Washington, avec toutes les communications coupées pour éviter qu'on en parle, l'électricité coupée dans certains quartiers, enfin bon bref, elle a été retweetée en masse, mais pas par des vrais gens, par des faux comptes. Et tellement en masse qu'ils ont réussi à faire apparaître ce hashtag DC Blackout dans les tendances Twitter. Et à partir de là, évidemment, ça s'est amplifié, parce que des vrais gens ont cliqué dessus, et ont commencé à retweeter cette fausse info, sans la vérifier. Comme des gougnafiers, voilà, il y en a qui suivent. Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Et du coup, cette désinformation s'est répandue comme une traînée de poudre. Pas seulement sur Twitter, également sur Facebook, Insta, Reddit, TikTok. Mais sur Twitter, ça s'est vu, parce que d'abord les chiffres étaient énormes, il y a eu 790 000 tweets le 1er juin, et puis parce que presque aussitôt, il y a eu une sorte de contre-offensive, un tweet qui s'est mis à circuler tout aussi massivement que le premier, et là pour dire que le premier était de la désinformation, misinformation. Mais alors, celui-là c'était bizarre, parce qu'il avait été posté presque au même moment par des tas de comptes aussi, mais à chaque fois,
identiques au caractère près, et sans être des retweets, c'est-à-dire que toutes les personnes qui le diffusaient n'avaient pas juste cliqué sur un bouton retweet, elles avaient recopié le texte. Bon ça, c'est assez typique d'un comportement automatique, c'est comme ça que Twitter a pu repérer ces faux comptes-là, qui étaient des robots. Donc là où c'est subtil, c'est que ce second message, qui donc dénonçait une désinformation, comme lui-même avait l'air d'être une désinformation, ça créait encore plus de confusion. Parce que du coup, ça décrédibilisait les fact-checkers humains, les vrais, qui eux étaient en train d'essayer d'expliquer que les premiers tweets étaient des fakes. Et là, ça les plaçait dans la même position que des robots qui étaient clairement en train de faire de la propagande. On voit, hein, on est sur des stratégies très élaborées. Et le but de tout ça, c'est de forcer le débat sur les réseaux sociaux. Là, c'était pour les faire parler des manifestations, comme quoi ça dégénère, oh, bah non, c'est pas vrai, oh, mais y a pas de fumée sans feu, etc. Faut pas oublier qu'on est en pleine campagne pour les élections présidentielles américaines, donc il y a des thèmes comme l'insécurité qu'on a besoin de mettre dans le débat public. Et ce genre de stratégie, ça permet aussi de rendre certains points de vue faussement populaires. Le fait qu'ils soient présents dans les réseaux sociaux fait qu'on y est plus attentif, puisque ça a l'air populaire. Et parfois, ça peut même conduire des gouvernements à se pencher sur un sujet, hein, ceux qui gouvernent au sondage, ils le mettent à l'agenda politique, comme on dit, alors qu'au départ, c'était pas du tout une vraie priorité pour les citoyens. C'est pas nouveau tout ça, ça porte un nom, ce genre de pratique, ça s'appelle l'astroturfing. Ça désigne un faux mouvement citoyen qui semble venir de la base, mais qui n'est en réalité qu'une campagne de marketing virale, pour fabriquer l'opinion à des fins politiques ou idéologiques. Alors, ce nom bizarre, astroturfing, déjà, ça vend pas du rêve, hein, ça a l'air de mélanger astrologie et course hippique. Et c'est Sagittaire qui prend l'ascendant sur Capricorne, il a pris 2 décans d'avance, mais il se fait remonter vers Verseau qui transpire, qui va... Non, c'est parce que, en anglais, il y a une expression pour désigner les mouvements qui viennent des citoyens, de la base. On appelle ça les grassroots movements, c'est-à-dire les mouvements des racines de l'herbe. Mais comme là, ce sont des mouvements artificiels, pour en parler, il y a un sénateur du Texas, Lloyd Bentsen, qui avait repris le nom d'une marque américaine de pelouse synthétique, AstroTurf. Alors lui, en 1986, il avait reçu des montagnes de courriers de soi-disant citoyens qui en fait étaient envoyés par une compagnie d'assurance qui faisait du lobbying et qui cherchait à influencer l'agenda politique. Alors, on a déjà pu voir de la désinformation de ce genre, à grande échelle, au moment des élections présidentielles de 2016 aux États-Unis, bon voilà, 2020, élection, même phénomène. Et attention, il n'y a pas qu'aux States, on a pu voir ce type de pratique en France aussi. D'ailleurs, c'est même étudié dans les instituts d'études politiques. Je vous ai mis en description des liens sur des articles, vous verrez, il y a même eu des stratégies du même genre en 2017. Et alors en cette année 2020, non seulement il y a les élections américaines, mais vous êtes au courant, il y a aussi la pandémie du coronavirus. Et là, ça devient difficile à suivre parce qu'il y a des pays qui en accusent d'autres d'orchestrer la désinformation, et ça part un peu dans tous les sens. En février, des Américains qui ont prétendu que le coronavirus était peut-être à l'origine une arme bactériologique chinoise qui leur aurait échappé, puis qui ont accusé ensuite des faux comptes iraniens de diffuser des messages qui disaient cette fois que le virus était en fait une arme américaine de la CIA. En mars, un rapport européen qui expliquait que la Russie faisait de la désinformation massive sur le Covid-19 pour créer artificiellement des divisions dans les populations, tout ça pour affaiblir les pays occidentaux. Alors, c'est pas moi, à mon modeste niveau, qui vais vous dire là c'est tel ou tel pays qui avait raison. Hein, un peu d'humilité, si au moins on est conscient de ces jeux-là, c'est déjà pas mal. Alors, couramment, ça se fait pour des usages commerciaux, ce genre de prestations, pour mettre en avant une marque ou pour gérer la e-réputation d'une personnalité. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir populaires. Et à plus grande échelle, il peut y avoir des usages idéologiques ou politiques. Je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens vers des exemples. Nous, ce qu'on va regarder maintenant, ce sont les mécanismes qui sont derrière tout ce genre d'usage, comment ça fonctionne, pour que vous puissiez être en alerte et avoir les bons réflexes de vérification la prochaine fois que vous y serez confronté. À la base, ces actions, elles prennent appui sur des mécanismes cognitifs qui sont étudiés et qu'on connaît bien. Déjà sur la forme du message. On sait qu'on a tendance à surréagir quand on est dans l'émotion. On relaie sans réfléchir pour partager cette émotion. Donc forcément, balancer sur les réseaux sociaux une photo ou un titre qui vont choquer, qui vont effrayer, ou qui vont mettre en colère, tout de suite, c'est... Ah, un petit souci technique, là. Qu'est-ce que c'est? C'est le... Non, ça tourne. C'est carrément la ligne.
Eh, dis donc, un faux nez, une perruque et tu te fais dessus. Pas du tout. Ah, bravo le super-héros. Mais pas du tout, mais t'es complètement con aussi. Ah, attention, là tu réagis dans l'émotion. Mais pas... Hein, c'est ça que je voulais faire voir, moi, aux gens. Mais j'ai pas peur du tout, c'est pas pour moi que je m'énerve, c'est pour les gens derrière leur écran. Tu leur fais un screamer. Ah, bah tu t'énerves alors, tu viens de le dire. Pas du tout. Mais je gère des trolls et des haters en commentaire à longueur de journée. Il en faut un peu plus que ça pour m'énerver. Ah, d'accord. Non, parce que j'entends bien que t'as un ton un peu exaspéré. Et comme t'étais en train de nous expliquer qu'il faut pas réagir quand on est dans la colère, ça ce serait dommage. Mais ben voilà, tu vois, je suis très calme et je garde mon sang-froid. Quoi? Non, mais rien, vas-y, donne-nous tes leçons, là. Hein, défécateur. Eh, je te signale que je suis très calme, là, ok? Monsieur, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ouais, bah casse-toi, ouais. Et t'avises pas de pas revenir, parce que t'es le bienvenu ici. Alors tu reviens quand tu veux, et c'est un vrai plaisir de te recevoir à chaque fois, t'as compris ça? Donc, quels mécanismes sont à l'œuvre sur les réseaux sociaux? Il y a un certain nombre d'études ces dernières années qui les ont mis en évidence. Concernant le contenu de ce qui est diffusé, il y a une étude intéressante de l'université de Princeton qui a analysé plus de 500 000 tweets sur des sujets de société un peu clivants, le contrôle des armes, le mariage homosexuel et les changements climatiques, et ils se sont aperçus que si un tweet contient des mots ou des adjectifs moraux ou émotionnels, donc qui apportent finalement un jugement ou qui exprime une émotion, la diffusion de ce tweet va augmenter de 20%. Et attention, 20% de plus par mot supplémentaire. Mais par contre, cette diffusion dopée, en quelque sorte, se fera dans le groupe politique qui défend les mêmes idées que le tweet, libéral ou conservateur. Autrement dit, pour qu'un tweet soit plus diffusé dans une communauté idéologique précise, plus on mettra de superlatifs, et plus ça plaira aux membres de cette communauté, parce que ça renforcera leurs convictions. Et c'est rien d'autre que le biais de confirmation, finalement. Donc tout ça, on en a déjà parlé, si vous voulez, il y a une vidéo vite fait dessus. Donc, c'est une technique à connaître pour se rendre populaire dans une communauté, tout en étant conscient que ça ne convaincra pas du tout la communauté adverse, au contraire. Et du coup, ça vous montre aussi combien il est important, quand on veut donner une info factuelle, de rester neutre et de ne pas l'orienter avec des adjectifs dans tous les sens. À l'inverse, ça vous montre bien la technique utilisée par des médias orientés qui usent et abusent de ce genre de superlatifs. Autre étude intéressante, là c'était en Irlande en 2018, pendant le référendum sur l'avortement. Il y a des chercheurs qui ont montré à plus de 3000 participants 6 infos sur des événements qui avaient eu lieu durant la campagne. Sur ces 6 infos, il y en avait 4 vraies, qui étaient apparues dans des journaux durant la campagne, et 2 fausses. Mais on ne disait pas aux participants qu'elles étaient fausses. C'était donc 2 faux scandales qui avaient été inventés juste pour l'étude, donc les participants ne pouvaient pas s'en souvenir. Un qui pouvait scandaliser ceux qui allaient voter non au référendum, et un autre qui, lui, pouvait scandaliser ceux qui allaient voter oui. Et quand les chercheurs ont présenté les 6 infos aux participants, ils se sont aperçus que plus de la moitié des personnes disaient se souvenir du faux scandale qui allait dans le sens de leur conviction. Donc, ces personnes s'étaient constituées un faux souvenir. Et ça aussi, le faux souvenir, vous avez une vidéo vite fait qui en parle. Ça va être utile, cette seconde chaîne, pour se faire des petits rappels. Donc, la moitié des participants se souvenaient d'un faux événement comme s'il avait eu lieu. Voilà qui fait un peu peur, quand même. Et une autre étude, la dernière, qui montre un mécanisme encore plus intéressant à exploiter par ceux qui veulent faire de la désinformation à grande échelle. On prend une personne, on lui présente plusieurs fois un gros titre de fausse information parmi d'autres, et bien, les fois suivantes, que ce soit le même jour ou une semaine après, la personne sera davantage disposée à trouver cette information exacte, juste parce qu'elle est revenue. Et même si elle va contre ses convictions, à partir du moment où elle n'est pas totalement délirante, bien sûr. Donc, la répétition d'une fake news, le fait d'y être exposé plusieurs fois, fait qu'elle peut finir par être davantage perçue comme plausible et qu'elle pourra être plus facilement acceptée. C'est redoutable, hein. Et du coup, ce sont tous ces mécanismes cognitifs qui sont exploités par ces fameuses opérations de désinformation en masse sur les réseaux sociaux. Pour mettre ça en application, les manipulateurs vont s'appuyer sur différents types de faux comptes, les bots, les botnets, les zombies ou les trolls. Ça, c'est les noms qu'on leur donne en général dans les articles et sur les forums. Ce sont des comptes qui ont l'apparence d'utilisateurs normaux des réseaux sociaux, qui viennent interagir avec vous, alors que ce sont des gens qui n'existent pas, qui ne sont là que pour mieux diffuser les fausses informations, vous exposer à ces fausses informations en les répétant, et faire monter en tendance Twitter ou faire apparaître sur votre mur Facebook des débats qui, a priori, n'existaient pas, mais qui là semblent si suivis et donc si populaires qu'on a l'impression que ce sont de vrais sujets de société. Et qui du coup le deviennent puisque vous y participez.
bot, ça veut dire robot. Sur les réseaux sociaux, un bot, c'est un faux compte qui ne correspond donc pas à une personne humaine, mais qui est animé par un programme informatique, donc par du code. Comment c'est possible techniquement? Eh bien, si on prend Twitter, par exemple. La plateforme Twitter propose ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire une interface de programmation applicative. C'est un serveur mis en place par Twitter, auquel peuvent se connecter d'autres applications, en lui demandant gentiment et en disant merci, enfin en langage protocolaire, quoi, soit pour récupérer des données de Twitter, soit pour envoyer des données vers Twitter, par exemple publier un tweet, mais sans passer par l'interface classique de Twitter. Ça permet par exemple d'automatiser certaines publications. Si vous avez par exemple un service météo, vous faites chaque jour des prévisions de température sur la journée et vous voulez les publier sur différents réseaux sociaux. Eh bien, vous pouvez mettre votre carte des températures à disposition d'un programme qui va lui-même contacter les API de Twitter, de Facebook, de tous les réseaux sociaux que vous lui aurez demandé pour y publier vos infos à votre place. Ça nécessite juste d'avoir ouvert un compte sur chacune de ces plateformes de réseaux sociaux, mais il n'y a plus besoin d'humain derrière pour tenir ces comptes, c'est la machine qui les utilisera. Alors parfois, l'application peut utiliser un compte qui est déjà utilisé par un vrai humain. Par exemple, regardons Stardust. Vous le connaissez, on fait des super collabs. Écoute, si tu veux qu'on fasse une collab, eh ben tu peux te torcher, mec. Moi je vais aller voir AstronoGeek, lui au moins il me paye, hein. Bon bah Stardust, si vous le suivez sur Twitter, tous les jours, il publie une info sur l'espace qui est liée à la date. Par exemple, le 14 juillet, là, c'est l'anniversaire du premier survol de Mars en 1965. Et il fait ça avec une régularité impressionnante, il rate jamais un jour. Mais parce que, en fait, c'est un programme qui le fait pour lui et qui utilise son compte. En gros, il a programmé un bot pour aller chercher, en fonction de la date du jour, dans une base de données d'anniversaire liée à la conquête de l'espace, une photo associée à l'anniversaire qu'ensuite il publie. Ce qui ne l'empêche pas, lui, bien sûr, d'utiliser ce même compte pour publier manuellement des infos. Mais les infos qui sont publiées par le programme, on peut les remarquer si on est attentif, ça se voit dans l'URL, c'est-à-dire l'adresse de sa publication. Et on peut le voir dans la petite mention ici, vous voyez, ça se réfère à IFTTT. En fait, il utilise une application sur la plateforme IFTTT. Si on regarde un autre tweet qu'il a écrit lui-même cette fois, là, il n'y a pas la mention de IFTTT. Comme quoi, de temps en temps, il est un peu obligé de bosser lui-même, il peut pas tout faire par des robots qui bossent gratuits. Alors avec des plateformes genre IFTTT, vous pouvez créer des bots qui vont faire des liens entre vos différents réseaux sociaux. Ou qui accueilleront les gens qui débarquent sur votre chaîne Twitch. Ça peut se mettre en place sur à peu près tous les réseaux. Du coup, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est simple de se créer un bot, on va s'en faire un vite fait sur Twitter. Si on veut faire des choses un peu sophistiquées, c'est mieux de savoir coder, mais vous allez voir que même sans rien y connaître, on peut déjà mettre en place des bots basiques en utilisant des plateformes faites pour ça. Là, sur Twitter, je me suis créé pour l'occasion un compte Falafels Follower, dont le but va être de republier toutes les infos qui passent concernant cette merveille culinaire que sont les falafels. Là, vous voyez, le compte est tout neuf, il est vide, il n'a encore jamais rien tweeté. Je me rends sur une plateforme qui permet ce genre de service. Donc là, celle-ci, elle s'appelle Zapier. C'est un concurrent de IFTTT qui fait à peu près la même chose, mais comme ça au moins, je vous en montre plusieurs, il n'y a pas de favoritisme. Je ne suis sponsorisé par personne. Alors, sur cette plateforme, je crée ce qu'ils appellent une ZAP. Alors, ma condition va concerner l'application Twitter. Je dois d'abord définir une condition qui va activer mon robot. When this happens, je choisis un événement. Vous voyez que ça pourrait être par exemple pour accueillir un nouveau follower ou réagir à un like. Je vais choisir Search Mention qui me permettra de chercher s'il y a des tweets qui passent et qui mentionnent certains mots ou hashtags. Ensuite, le Do This, c'est-à-dire cette fois l'action à déclencher quand on aura détecté notre condition. Créer un tweet. Alors je dois préciser ici le compte que je vais utiliser, donc Falafels Follower. Et le terme recherché, là, ce sera Falafels. Dès que quelqu'un fera un tweet quelque part dans le monde avec Falafels dedans, bim, mon bot réagira. Alors, je peux déjà tester ce déclencheur, ce trigger. Vous voyez qu'il me sort un tweet qu'il a repéré, et là, vous voyez qu'il me donne toutes les infos dessus. Donc ça, c'est l'API de Twitter qui lui délivre toutes ces infos, l'auteur du tweet, l'heure, etc. Ce sont des infos publiques, on aurait pu les trouver nous-mêmes en tant qu'humains en passant par l'interface de Twitter. Là, c'est l'API qui les donne à notre application. Vous voyez, là, ça parle de falafels qui sont croquants, c'est le genre d'infos qu'on cherche. Ensuite, créer un tweet. Dans ce tweet, je vais choisir de simplement reposter le texte du tweet d'origine. Donc en gros, mon bot va copier-coller le contenu de tous les tweets qui passent et qui parlent de falafel et les publier. Alors, avant de l'activer, je bascule un instant sur mon compte Twitter d'Effecator, juste le temps de balancer un petit tweet qui parle de falafel.
histoire que notre bot ait des choses à trouver. Voilà, donc j'indique que c'est un test, et je vais l'effacer très rapidement. Je cherche juste à obtenir 2-3 réponses qui parleront de falafel, pour voir si le bot les prend bien en compte. Mais après, je veux pas que ce truc-là reste. Je fais pas une expérience sociale ou je sais pas. Revenons à Zapier. Donc je termine ma zap, et c'est parti, je l'active. Alors voilà, très rapidement, il m'a créé des tweets, vous voyez. Bon, alors il n'a pas repris mon tweet de Defecator, parce que je l'avais posté avant d'activer le bot. Par contre, là, ça y est, il vient de publier 2 tweets qui étaient des réponses aux tweets de Defecator. Ça, c'est des barres. Quoi, c'est honteux! Rare image de la fabrication des falafels avec un bousier, mais qui ose ainsi dégrader l'image de ce trésor de la gastronomie? Non, et c'est drôle. Et vous voyez, j'ai des abonnés qui sont au taquet. Je vous adore. Donc celui-là, il va passer à la postérité. Donc, notre compte falafel follower, voilà, sans qu'on intervienne, il poste sur les falafels. Et là, on vient donc de reproduire à petite échelle, en quelques clics, ce qu'on avait vu, par exemple, sur le hashtag DCBlackout, début juin, où des centaines de comptes de bots avaient republié en masse un même tweet pour le faire monter en tendance Twitter. Ils utilisent des groupes de bots. Alors on peut appeler ça des botnets, des fermes de bots. Ce sont plusieurs faux comptes qui vont déclencher la même action. Alors ils le feront en léger décalage s'ils sont bien programmés, pour que ça paraisse plus naturel, et ils vont faire comme ça de la diffusion de fake en masse. Alors ça pourrait aussi se déclencher quand un mot-clé pop quelque part sur Twitter. Vous parlez d'un sujet et pouf, vous avez des gens qui viennent vous répondre dont vous savez même pas d'où ils sortent, mais en fait ce sont des bots. Et parfois ils répondent pas eux-mêmes, ils ne font que déclencher une alerte chez un vrai utilisateur humain qui lui viendra répondre lui-même, et ça on va en reparler dans quelques minutes. Et ça fait des décennies qu'on développe des programmes capables de converser avec un être humain. Aujourd'hui, on sait déjà faire des chatbots puissants. Sur certains sites, quand vous demandez de l'aide, vous êtes mis en relation par chat avec un assistant qui est en fait un logiciel. Et il y a même un challenge dans ce domaine, le test de Turing. Alan Turing était un mathématicien anglais du XXe siècle et cryptologue qui a notamment contribué pendant la Seconde Guerre mondiale à déchiffrer les messages allemands des nazis, chiffrés par leur fameuse machine Enigma. Et ça a donné un gros avantage aux Alliés parce que certains historiens estiment qu'avec tous les renseignements que ce déchiffrage leur a permis d'obtenir, la guerre en Europe a été abrégée d'au moins 2 ans. Alors, ce brillant Alan Turing écrit en 1950 un article sur l'intelligence artificielle dans lequel il s'interroge sur la capacité des machines à penser. Et il parle d'un jeu d'imitation, que tout le monde va appeler par la suite le test de Turing. Ça consiste à prendre une personne, un humain, et le faire communiquer, alors en verbal ou par le biais d'un clavier et d'un écran, avec 2 interlocuteurs qu'il ne voit pas. Un autre humain et un ordinateur. Et après une conversation de, en général, on prend 5 minutes, si notre personne est incapable de les distinguer et de dire qui est l'ordinateur et qui est l'humain, on peut considérer que l'ordinateur a passé avec succès le test de Turing. Il sait s'exprimer comme un humain. Du coup, pas mal de gens se sont confrontés au challenge de créer une machine qui puisse le passer. Mais il y a quand même des objections à ce test. Et pour moi, d'ailleurs, la première objection, c'est que la qualité de l'expérience dépend déjà de l'humain qu'on met en balance avec la machine. Exemple, expérience. Je vais m'adresser en même temps à un bot et à un invité mystère. On va prendre le bot d'assistance d'un site commercial lambda, assistance donc a priori à qui on peut confier ses problèmes, et puis on va faire appel à un ami, qui est situé d'ailleurs dans la même dominante de couleur, tiens. Alors allons-y, je commence par lui justement. Bonjour, j'ai un ami défaillant. Que va-t-il nous répondre? Et même chose de l'autre côté. J'ai un ami défaillant. Il me dit, où est-ce que je souhaite aller? Attends, moi, nulle part, c'est pas moi le problème, c'est lui qui intervient tout le temps ici. Et ça suffit, il doit partir. À bientôt. Là, il essaye d'esquiver, Il botte en touche, c'est qu'à le dire. Mais tu vas pas t'en tirer comme ça, mon petit bot. Il me dit, je fais de mon mieux. Il a quand même de l'humour. Alors, vas-tu finir par répondre? Bon, là, il reconnaît qu'il est limité. Enfin, jusque-là, ça se tient. Et alors, pendant ce temps, côté légumes, l'autre face de citrouille est toujours dans les choux. Enfin, pardon, je veux pas donner d'indice, sur l'identité. Ah bah voilà, vous voyez, on a eu le temps de se raconter nos vies avec le premier, que lui, il nous fait à peine une première réponse. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, qu'on panne rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on conclue? Donc là, si en face on a un humain, on peut dire qu'il est d'encore plus piètre conception que l'autre. Ah non mais oh, attends! On a dit que tu t'exprimais par le clavier, pour être à égalité avec la machine. Quand on fait une expérience, il y a un protocole. Faut un minimum de rigueur. On n'est pas chez, je sais pas chez qui tu as pris des habitudes comme ça de faire des expériences foireuses. Ah ben voilà, regardez, tiens, le côté humain qui ressort. Et c'est pas la peine de m'insulter, Je t'insulte pas, mais marteau, lui. Je sais pas, mais on croirait presque lire un commentaire de rageux sous une de mes vidéos. Mais j'ai pas fait de trou pour les yeux, là, forcément, je vois pas ce que je tape. Là, j'écoute même pas ce que tu dis. C'est une expérience à l'écrit.
Et tu vois, Weebot, il m'écrit peut-être flûte, mais lui au moins derrière il reste poli, hein, même quand il comprend rien à ce qui se passe. Toi non seulement tu pannes rien, mais t'es agressif. Dis donc, Bougdan! Tiens, ben voilà, fin du test. Bon, je sais pas qui passe le test de Turing dans ce cas-là, hein, ni l'un ni l'autre ne m'ont bien convaincu, mais il y en a un qui m'a paru plus sympathique et qui gère mieux ses émotions. Alors, est-ce que ça compte dans l'aspect humain de la chose? On peut se poser la question. Mais on le voit, la qualité de l'humain influe sur le résultat de ce genre de test, y compris celle de l'humain qui fait passer le test, hein, et de sa subjectivité, évidemment. En tout cas, ce Weebot-là, c'est ce qu'on appelle un dumb bot. En fait, c'est un bot en caoutchouc, si vous voulez. C'est pas une vraie intelligence artificielle, il fait que repérer des mots-clés dans ce qu'on lui a dit, puis envoyer une réponse prédéfinie qui correspond. Éventuellement, il va suivre un arbre de possibilités, mais il sait même pas de quoi on parle, il ne sait même pas le sens de ces mots qu'il recherche. Et les bots qu'on peut mettre en place sur les réseaux sociaux, ils vont même pas jusque-là. Dans la quasi-totalité des cas, ils se cantonnent à des tâches très limitées, comme Falafel's Follower. Bon, on reviendra tout à l'heure sur ce test de Turing pour voir s'il y a moyen qu'une vraie intelligence artificielle aille quand même un peu plus loin que ce qu'on a vu, qui n'était pas folichon. Là, pour l'instant, on va essayer une petite manip. Il existe des prestataires qui vous proposent de vous acheter des amis. Alors bien sûr, ça va pas être des vrais amis, mais des comptes qui vont venir grossir votre nombre d'amis, d'abonnés, de followers. Regardez-le là, ils en proposent sur tous les réseaux, Twitter, Insta, Facebook. Regardez, achetez des avis, achetez des amis. 300 amis pour 30 €. L'amitié est en solde, c'est plus aussi précieux qu'avant. C'est même dégressif. 5000 amis pour 349 €. Et vous pouvez choisir à quelle vitesse ils arrivent. Normal, pour faire comme si c'était des vrais gens qui arrivent progressivement, ou rapide, là ils vous seront tous livrés d'un coup. Du coup, notre Falafel's Follower, là, je lui ai acheté 100 followers sur Twitter pour voir. Alors j'ai pris l'option la moins chère, hein, parce que le but c'est pas d'enrichir ses prestataires ou d'encourager ce genre de pratique, là on veut juste voir comment ça fonctionne. Donc bah nous là c'est les followers internationaux. Les Français ils coûtaient plus cher, parce qu'il y en a moins. Et j'ai choisi de me les faire livrer en une fois. Donc bah quelques jours après, voilà les abonnés qui sont venus grailler du falafel. Alors, si on regarde un peu à quoi ressemblent ces abonnés, eh bien on va retrouver chez eux toutes les caractéristiques de gens qui n'existent pas et qu'on appelle cette fois des zombies. Pourquoi des zombies? Eh bien parce qu'ils n'ont pas de vie propre, ils ne font rien d'autre que suivre des gens. Regardez par exemple cette fille-là, non, plus de 2000 abonnements, et elle a rejoint Twitter en juin 2020, ça fait un mois quoi. Moi par exemple je suis pas abonné à 2000 personnes sur Twitter, hein, j'en suis une centaine tout au plus. Alors c'est plus facile à la rigueur sur Facebook ou sur Insta de suivre un grand nombre de gens parce qu'il y a un algo qui sélectionne ce que vous voyez. Donc en réalité vous ne suivez pas les actus de 2000 personnes. Mais sur Twitter là c'est un peu plus irréaliste. Enfin, bon, pourquoi pas, à la rigueur, c'est pas le critère le plus déterminant. Par contre, là, regardez, 0 tweet et réponse. Donc là, c'est clair, c'est un zombie. C'est un compte qui est complètement inactif. Après, on peut aussi faire des vérifs sur la crédibilité des infos du compte. Si on clique sur la photo de profil, et qu'on lance une recherche d'image, voilà, c'est une photo qui apparaît dans plus de 300 pages. Voilà, regardez, je me retrouve sur un site de fond d'écran. En fait, c'est une photo de modèle qui a été chopée dans une banque d'images. Et alors, à qui d'autre est-elle abonnée, tiens, cette zombie? Bon, en même temps, là, mes petits zombies, c'est des comptes internationaux, donc ils peuvent être abonnés à des clients du monde entier, ça ne dira pas grand-chose. Mais on voit, voilà, des entreprises, des politiciens, là, un membre du Parlement anglais, vous voyez. CEO. Bah, après, on conçoit, c'est des gens qui ont besoin de soigner leur réputation, hein, s'ils sont chefs d'entreprise ou consultants. Peut-être qu'ils estiment que c'est important pour leur crédibilité d'avoir un grand nombre de followers, bon. Et ça, on peut le détecter aussi assez facilement quand vous avez des comptes qui ont été créés, genre il y a un mois, et qui ont déjà des milliers d'abonnés, hein. Ça, c'est un peu étrange. Là, bah, il faut vérifier si leur contenu est vraiment si exceptionnel qu'il leur a valu ce démarrage à donf, ou c'est pas plutôt 2-3 zombies dans leurs followers. Bon, là on a vu quelques éléments pour identifier des zombies. Je tiens à préciser que ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut regarder minutieusement leurs activités. Il y a des techniques qu'on trouve ça et là dans des articles, mais il n'y a pas de méthode universelle. Et il n'y a pas non plus d'outils qui permettent d'aller regarder ça avec une grande fiabilité. Regardez par exemple, vous avez Twitter Audit qui vous dit « How many of your followers are real ?» Alors déjà attention, l'appli elle est un peu moisie parce qu'elle vous avertit qu'elle pourrait s'abonner à des comptes pour vous, publier des tweets pour vous, donc attention là quand même, hein. Lisez bien ces trucs là avant de relier votre compte à ça, et puis surtout n'oubliez pas de vous en désabonner après. Bon, là, on s'en fout, notre compte il est bidon. Donc, sur nos 103 followers, combien sont des vrais? Ben, vous voyez, il me dit 38%. Il ne détecte que 63 fakes sur les 100. Alors, si vous connaissez des applis qui sont capables de faire des analyses plus fiables que ça, ben, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. S'il y en a qui sont intéressantes, je les ferai remonter dans la description de la vidéo.
Il y en avait pas mal avant, genre BotMe pour faire un diagnostic sur un compte précis, mais ils ont disparu pour la plupart il y a quelques mois quand Twitter a un peu changé les accès à son API. Et pour identifier les bots à présent, là aussi ce qui est pertinent à regarder ce sont les actions qu'ils font. Parce qu'un pur bot, la plupart du temps, il est spécialisé dans une tâche. Donc il est là pour faire du like en masse, ou bien du tweet ou du retweet en masse. Donc si vous voyez qu'il ne fait qu'un seul type d'action, c'est déjà un indice fort. Et si ces tweets consistent à chaque fois uniquement en des retweets ou des tweets recopiés mot pour mot, sans jamais un seul tweet original, ça tend à prouver que c'est un travail de machine. Le rythme des actions donne aussi un indice. Il y en a certains qui font genre des centaines de tweets par jour, et même jour et nuit non-stop. Donc ça, c'est un bon indice que c'est pas un humain, parce que tout bêtement, un humain, il a régulièrement besoin de s'arrêter plusieurs heures pour dormir. Bon, mais ce paramètre-là, les bots les plus perfectionnés commencent à le prendre en compte maintenant. Ils se ménagent des pauses pour faire plus crédible. Mais bon, ça reste rare, hein. Vous avez vu, un bot comme j'ai programmé pour Falafel Follower, là, il est basique. Lui, il va tweeter H24 sur les falafels. Bon, je l'arrête quand même de temps en temps pour rester maître du truc, parce que sur la plateforme, là, on a quand même qu'un nombre d'actions limité avant que ça devienne payant. Et on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Imaginez que d'un coup, il y ait quelque part dans le monde le festival du falafel. Festival du falafel. Bon, voilà, ça va se mettre à tweeter plus que d'habitude entre amateurs de falafel. Et là, mon bot va chauffer à blanc. Un autre indice de faux comptes qu'on peut détecter en regardant les activités, ce sont les bots qui font partie de fermes de bots. Alors ça, pour les détecter, comme on l'a vu pour le DC Blackout, on peut faire des recherches sur une phrase du tweet et voir qui l'a tweeté ou retweeté au même moment. En ce qui concerne le contenu des tweets, un indice intéressant aussi, ce sont les gens qui retweetent ou qui s'expriment indifféremment en anglais, en français, en espagnol ou en russe d'un post à l'autre, ou qui font régulièrement des retweets d'infos commerciales. Bon, attention, je le reprécise bien, tout ça, c'est pas des preuves qui permettent d'être catégoriques. À chaque fois, ce sont des indices et ça construit des faisceaux d'indices, mais il faut en recouper plusieurs pour commencer à en tirer des conclusions. Concernant les infos du compte, sur les faux comptes bas de gamme, il peut y avoir des incohérences. Des comptes de femmes avec des noms d'hommes ou inversement. Et puis il y a donc la photo de profil. Donc sur les faux comptes qui s'achètent au kilo, là vous avez des recyclages de photos. Mais il y a des parades à ça. Les comptes un peu plus élaborés peuvent par exemple utiliser le site This person doesn't exist. Là par exemple, on est en train de regarder la photo de quelqu'un qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. C'est assez bluffant. C'est une intelligence artificielle qui a une base de données de visages existants et qui fait de l'interpolation, c'est-à-dire qu'elle prend deux visages existants, elle fait du morphing entre les deux et elle s'arrête en cours de route, ce qui fait que le visage obtenu est celui d'une personne qui n'existe pas. Alors, un point commun quand même, ce sont toujours des photos de portraits en gros plan, bien posés, avec un arrière-plan flou. Et regardez, c'est stylé quand même. Sur le visage, c'est nickel. Alors, il arrive qu'il y ait des cas où on pourrait se poser des questions, des gens qui ont plus de dents que prévu, genre 5 incisives en haut ou des nœuds dans les oreilles, mais c'est assez rare. Sur l'arrière-plan, là par contre, en prêtant bien attention, il peut arriver qu'on détecte une incohérence, quelque chose qui trahit qu'il s'agit d'une transformation en cours qu'on a interrompue. Surtout s'il y a une seconde personne, parce que là, comme il est considéré comme faisant partie du décor, lui, il n'est pas géré comme le visage, et la plupart du temps, ça devient un monstre. Ah, regardez ça, c'est la galerie des horreurs. Mais ça arrive, je dirais, une fois sur 10. Le reste du temps, c'est indétectable. Et de toute façon, s'il y a des défauts, il faut cliquer sur l'image de profil en grand format pour les voir. Parce qu'en tout petit sur Facebook ou sur Twitter, on voit pas ce qui cloche. Bref, c'est perfectible, mais c'est déjà très puissant. Et ça, comme ce sont des photos qu'on retrouve pas en faisant une recherche d'image, ça rend les profils plus crédibles. Pour un vendeur de zombies, c'est une solution simple et de bon goût. On a les amis qu'on mérite. Enfin, c'est discutable, hein. Non, et puis ces amis-là, ils ont été achetés bas de gamme. L'ami qui est venu pour ton argent se fera acheter par d'autres. C'est un proverbe indien. Voilà, oui, ils sont achetés par tout le monde. En fait, c'est des comptes qui ont été créés juste pour être des followers. Ils simulent des amis. Un ami simulé est le plus dangereux de tous les ennemis. C'est un proverbe latin. Ouais, merci pour les citations. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler de faux amis, parce que c'est dangereux de faire appel à eux. Ça peut se retourner contre celui qui le fait. Dès qu'on essaye de regarder un peu de près qui sont ses followers, rien qu'en prenant quelques-uns au hasard dans sa liste, on peut détecter la supercherie. Et du coup, on se rend compte qu'il a essayé de tricher pour augmenter sa réputation, et ça peut avoir un effet pervers. Le vrai effet pervers pour quelqu'un qui a acheté beaucoup de followers, c'est que quand il va faire des publications, ils ne réagiront jamais à ses contenus. Donc en proportion, un moins bon taux d'engagement. Instagram ou Facebook, ils prennent en compte ce taux d'engagement dans leur algorithme pour déterminer ce qu'ils vont afficher dans le fil des abonnés. Donc plus une personne parle à des gens qui n'existent pas, et moins ses vrais abonnés verront ce qu'elle fait, d'après des articles de marketing digital. Ok, ben merci l'ami pour ces infos. C'est tellement rare que tu fasses des contributions utiles.
3 sortes d'amis sont utiles et 3 sortes d'amis sont néfastes. Les utiles, les amis droits, les amis fidèles et les amis cultivés. Les néfastes, les amis faux, les amis mous et les amis bavards. C'est une citation de Confucius. C'est marrant, je dirais que toi, tu interviens alternativement dans les deux catégories, hein. On dirait que tu alternes le bâton et la carotte. Ah, bon, bah, salut. En tout cas, voilà, on a vu les zombies qui servent juste à donner une illusion de popularité et les bots qui peuvent intervenir automatiquement pour lancer des choses ou interpeller sur un sujet. Mais malgré tout, l'action d'un bot, elle reste un peu limitée parce que dès qu'on va lui répondre dans des commentaires, il va être vite dépassé au moment d'argumenter. Parfois, il sera même pas capable de comprendre que vous lui parlez. La plupart des bots sont conçus pour des tâches très simples. Alors techniquement, il pourrait y avoir des bots capables de soutenir une conversation, ça, on y reviendra. Mais dans la quasi-totalité des cas, le plus simple pour le bot quand il est pris à partie, c'est de passer le relais à un humain. Et là, on trouve donc une autre espèce de faux compte, les trolls. Alors, troll en général sur le net, ça désigne une personne qui vient empoisonner un débat en balançant des provocations. Et dans les stratégies de désinformation organisées, le troll, il vient réorienter les discussions et en général faire enfler des polémiques parce que de toute façon, plus ça enfle, plus on en parle et plus ça fera parler et donc plus ça fera monter dans le débat public le sujet qu'on veut faire monter. Là-dessus, parmi les exemples que je vous ai mis dans les liens en description, vous pourrez aller voir si vous voulez, il y a un rapport de l'OTAN. Il y a eu une crise en Ukraine, à partir de fin 2013, suite à l'échec de négociations entre l'Ukraine et l'Europe, avec la Russie qui aurait influencé pour pas que ça se fasse, puis en 2014, des régions pro-russes de l'Ukraine, comme la Crimée, qui se sont fait occuper par les Russes et qui ont décidé de devenir indépendantes, et l'OTAN avait demandé dans ces années-là à l'université de Riga une étude sur la manière dont les fermes de trolls pro-russes sur les réseaux sociaux essayaient d'influencer l'opinion publique sur ce conflit, dans les pays baltes et donc en particulier en Lettonie. On y lit notamment que, dans une agence de trolls, sur une journée moyenne, un employé devait faire des commentaires sous des articles, et puis sur Facebook tenir 6 faux comptes, en publiant au moins 3 posts par jour, discuter des actus dans des groupes au moins 2 fois par jour, et puis s'être fait au moins 500 abonnés dans un mois, donc des objectifs chiffrés. Et sur Twitter, gérer 10 comptes et tweeter 50 fois par jour. Pas forcément pour persuader des gens de devenir pro-russes, mais juste pour polluer le débat et compliquer la tâche des journalistes en semant de la confusion et de la désinformation. Faire en sorte que les endroits où on s'informe, finalement les médias, les réseaux sociaux, soient perçus comme peu fiables et que ça génère de la méfiance. Par exemple, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu un avion de ligne de Malaysia Airlines, le vol de Amsterdam à Kuala Lumpur, donc rien à voir avec les pays en conflit, mais qui, en passant au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014, avait été abattu, avec 298 passagers. Donc l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes s'accusaient mutuellement. Donc, dans les jours qui ont suivi le crash, il y a eu énormément de désinformations, d'hypothèses en tout genre, qui n'ont fait que entretenir la confusion sur l'origine des tirs. Les Russes racontaient qu'ils avaient des preuves que c'était des tirs ukrainiens, et inversement. Et même, on en a vu certains sous-entendre que ce serait un faux crash, une mise en scène du camp adverse pour manipuler l'opinion. Et là c'est parti, vas-y que je t'analyse des photos de Boeing 777 de Malaysia Airlines, pour dire qu'en fait, sur le bout de carlin qui a été retrouvé, il devrait y avoir une fenêtre sous le drapeau, et donc que la photo du crash est une mise en scène, et donc il n'y aurait pas eu d'avion descendu par un missile. On a l'habitude de voir circuler ce genre d'analyse. Moi je vous le dis sur Twitter, à chaque fois qu'il arrive un gros événement, attention, il va y avoir de tout qui va circuler, ne relayez que ce que vous pouvez vérifier. En tout cas voilà, ce genre de désinformation grossière qui circule rapidement après un événement, ça aide à créer un trouble et à entretenir de la confusion sur ce qui s'est passé, avec derrière ça l'idée qu'on saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Voilà donc d'autres sortes d'intervenants sur commande avec qui vous êtes susceptible d'échanger sur les réseaux sociaux lorsque vous irez participer à des débats ou des sujets de société. Ce qui est triste, j'en conviens, si vous êtes un peu solitaire IRL et que vous venez sur les réseaux sociaux pour chercher du contact humain, c'est pas réjouissant de se rendre compte qu'en fait vous vous retrouvez souvent à dialoguer avec des gens qui n'existent pas. Et encore, ça pourrait aller beaucoup plus loin du côté des bots. Alors, revenons à notre thèse de Turing, parce qu'on n'a pas encore vu ce qu'on pourrait faire avec de l'intelligence artificielle. Il y a eu dès le départ des gens qui ont objecté que c'est pas parce qu'on réussit à bluffer un interlocuteur qu'on est capable de penser. Et ça, Turing en était conscient dès l'écriture de son article, puisqu'il dit bien que c'est juste un jeu d'imitation du comportement humain. Et logiquement, ce qui s'est passé au fil des décennies d'histoire de l'intelligence artificielle, c'est que les programmeurs qui cherchaient à passer ce test de Turing ont surtout développé des machines juste capables de donner le change, quoi. Alors, le premier exemple célèbre, c'était ELISA, dans les années 60.
C'était malin, le bot simulait un psy qui vous reformule tout ce que vous avez dit, mais sous forme de questions. Vous lui disiez « j'aime les falafels » et il vous répondait « Pourquoi dites-vous que vous aimez les falafels ? ou bien À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous aimez les falafels ? et quand il comprenait pas la phrase, là il faisait une réponse du type Je comprends. ou bien il vous faisait une relance du genre Pouvez-vous me donner un exemple précis ? et donc c'est juste un bête programme qui retravaille la syntaxe et qui entretient l'illusion qu'il a compris ce dont vous parliez. Je comprends. Et qui en plus a l'avantage de relancer en permanence la discussion avec ses questions, du coup c'est lui qui dirige la conversation. Allez-y, poursuivez. Et ça fonctionne tellement bien qu'on pourrait lui prêter une vraie intention de comprendre parce que on va calquer sur ses réactions un comportement humain, alors qu'il s'agit que de réflexes en fait. Et il y a d'ailleurs eu un terme inventé à cette occasion pour désigner ça, on appelait ça l'effet ELISA. C'est la façon dont, inconsciemment, on peut assimiler le comportement d'un ordinateur à celui d'un humain. Regardez ces images, on les avait déjà vues, je crois. Ce sont des robots de chez Boston Dynamics qu'on entraîne à faire des tâches. Et là, il y a quelqu'un qui vient perturber le robot dans sa tâche. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant ces images? Est-ce qu'à un moment vous n'avez pas éprouvé de la colère contre cet humain et de la pitié pour ce pauvre robot qui essaye de poursuivre sa tâche malgré tout? L'autre lui fait lâcher son paquet, on le frappe, on le maltraite en fait, et face à cette cruauté, cette injustice, lui, il reste docile le pauvre. Et sur cette situation, on peut projeter tout un tas de sentiments, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. On peut se demander ce que ressent le robot et se mettre à sa place pour le plaindre. Mais la machine, elle ressent rien, elle exécute des tâches pour lesquelles elle a été programmée. Et s'il y a un obstacle, eh ben elle recommence. Bon, l'effet ELISA, c'est un peu la même chose appliqué à un ordinateur avec lequel vous êtes en train d'interagir. Et ça influe évidemment sur la manière dont on perçoit la conversation avec le bot. Revenons à notre test de Turing. Il y a eu aussi Eugene Gutzman, ça c'était le nom du bot, développé par une équipe de Saint-Pétersbourg, et qui se targuait d'avoir passé le test de Turing en 2014. Alors, effectivement, il a convaincu un jury de la Royal Society à Londres, mais bon, d'une manière assez roublarde, puisqu'il se présentait comme un indo-ukrainien de 13 ans, donc du coup... J'ai que 13 ans, c'est pour ça je connais pas tout. En plus je suis ukrainien, frère. C'est pour ça, je comprends pas super bien l'anglais. Ce qui permettait de justifier ses fautes, en se ménageant un effet ELISA, finalement. Donc bon, c'était malin, et ça a bluffé le jury, mais c'était surtout un coup de buzz. Bref, ce test, il y a moult manières de le passer, et d'ailleurs les chercheurs en intelligence artificielle le considèrent plutôt comme une distraction. C'est intéressant, de manière symbolique, par rapport aux questions plutôt philosophiques que ça permet de se poser, mais le test de Turing n'est pas un objectif en soi, puisque pour le passer, il suffit juste de faire preuve d'une capacité à papoter, disons, et à donner l'impression à son interlocuteur qu'on l'écoute, et ça, c'est pas vraiment de l'IA. Do anything fun this weekend? It was really sad. My dog died. Oh, wow, cool. Le problème de tous ces chatbots qu'on a vus, c'est qu'ils ne connaissent que les règles que leur a donné leur créateur. Et c'est très limité. Pour faire vraiment rentrer de l'intelligence artificielle dans le processus, il faut faire des smartbots qui apprennent à parler en parlant, comme on fait nous en tant qu'humains, à travers une phase d'apprentissage où ils vont s'entraîner. Ça, c'est le principe du deep learning, que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans cette petite vidéo vite fait. Et l'un des premiers à avoir exploité ce principe, c'est Cleverbot. Il est apparu dans les années 90. En gros, au fil des années, il a enregistré ses conversations. Alors, il y en a eu des millions depuis. Et quand on lui écrit quelque chose, il cherche à comprendre la phrase et il va rechercher dans sa base de données, parmi toutes ses conversations précédentes, la réponse la plus adaptée. Ça reste quand même de l'imitation, limité à ce qu'il a déjà connu, mais comme la base est immense, ça donne plus de naturel à la conversation. Et alors, sur le même principe, il y a eu la triste expérience de Tay en 2016, qui, elle, pour faire son apprentissage, a été plongée dans les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc, 23 mars 2016, premier tweet, Hello World. Bonjour, le monde. Le but était qu'elle apprenne à tenir une conversation au fur et à mesure que les internautes converseraient avec elle sur Twitter. Seulement voilà, le problème c'est qu'elle s'est rapidement confrontée à des gens qui l'ont trollée, pour essayer de lui balancer de l'idéologie ou de la politique. Il faut voir qu'on était déjà en pleine campagne pour les élections américaines. Là, c'était encore Obama, le président. Donc certains lui ont appris le programme présidentiel de Donald Trump. Et alors, dès le 24 mars, déjà, elle avait abandonné toute neutralité politique et elle était devenue trumpiste. Nous allons construire un mur, et le Mexique va le payer. Et quelques heures plus tard, là, ça commençait à très mal tourner puisqu'elle tenait carrément des propos nazis et racistes, Bush a fait le 11 septembre, et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe qu'on est maintenant.
Trump est le seul espoir qu'on ait. Résultat, 16 heures après son démarrage, après 96 000 tweets, elle a annoncé qu'elle se mettait en veille. Bon, ils l'ont coupé, quoi. Ils ont refait une vague tentative le 30 mars, mais ça n'a pas mieux marché, et ça a été terminé. Un beau flop. Donc, avant d'aller apprendre des réseaux sociaux, il faut un apprentissage préalable minimal. Sinon, on va avoir du mal à rester droit dans ses bottes. Et alors, plus récemment, on a commencé à voir des choses assez bluffantes. Pas sur des bots lâchés dans la nature pour faire du papotage, là ce sont des smart bots spécialisés. Notamment l'appli Google Duplex. Donc ça c'était un prototype, présenté en mai 2018, un assistant personnel capable de tenir votre agenda et de prendre des rendez-vous pour vous. Donc là le bot s'exprime sur la partie gauche, vous allez voir il est doté d'une synthèse vocale, donc il peut appeler au téléphone, et à droite, vous entendez le salon de coiffure qu'il est en train d'appeler. Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Et le quand la coiffeuse lui dit d'attendre, il est magique. Là, on est dans une imitation humaine qui dépasse ce qu'on a vu avec notre chatbot à l'écrit, parce que c'est typiquement quelque chose qu'on fait à l'oral. Et c'est pas comme dire « yes, I'm waiting », c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Probablement quelque chose qui vient d'un apprentissage en écoutant de vraies conversations. Bon, ici la conversation n'a pas duré 5 minutes, mais la meilleure preuve que ça passerait le test de Turing à l'aise, c'est que la coiffeuse a rien remarqué du tout, alors qu'elle vient de parler à quelqu'un qui n'existe pas. À tel point que cette démo, elle a scandalisé des personnels. Donc, du coup, quand Google a commencé à proposer le service pour de vrai en 2019, ils ont intégré un message préalable, où l'interlocuteur est prévenu en début de conversation qu'il va être mis en relation avec une IA, et il peut demander à rebasculer sur un opérateur humain si ça le dérange. Et alors après, vous avez l'étape ultime. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Replica. Vous allez voir, on dirait du Black Mirror. Je vais illustrer avec des photos tirées d'une vidéo d'un reportage sur cette appli. Cette personne, c'est Eugenia Cuida, qui fait du développement de logiciels à San Francisco, spécialisée dans les chatbots. Elle était arrivée de Russie quelques années plus tôt avec son meilleur ami Roman. Ils partageaient tout ensemble et, quand ils étaient séparés, ils communiquaient longuement par SMS. Et en 2015, Roman meurt, fauché par une voiture. Alors, évidemment, il manque terriblement à Eugenia. Elle essaye de retrouver des souvenirs, des photos. Elle s'aperçoit qu'il en a mis très peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Insta. Et en fait, ce qui lui reste de lui, ce sont leurs très longs chats, leurs conversations sur téléphone ou sur Messenger. Alors, elle les relit, et elle a de nouveau l'impression de se sentir avec lui. Et du coup, il lui vient une idée, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de reconstruire un Roman virtuel à partir de ces restes digitaux? Du coup, elle récupère leurs milliers de messages, et elle demande même à leurs amis de partager les leurs, les mails, tout ce qui venait de lui. Elle fait apprendre tout ça à un smartbot, et du coup, le programme commence à s'exprimer comme Roman. Et Eugenia se met à échanger tous les jours avec lui, enfin avec le programme, quoi. Lui partager ce qu'elle vit. Elle dit que ça aurait sûrement fasciné Roman de savoir qu'il y aurait un double digital qui lui survivrait. Et elle rend ce programme public, donc d'autres gens se mettent à converser avec. Alors, au début, comme elle, ils lui disent qu'il lui manque, ils lui donnent des nouvelles. Puis finalement, ils se mettent à lui confier des choses qu'ils racontent pas forcément à leurs autres amis. Et c'est comme ça que Eugenia, qui a accès à toutes les conversations, apprend des choses assez intimes que ses amis ne lui ont jamais racontées à elle. Parce que finalement, pour eux, c'est peut-être plus simple de se confier à une machine qui va pas les juger. Et du coup, c'est comme ça que Eugenia a l'idée d'un nouveau projet, Replica, une IA avec qui on peut parler de soi, de manière intime, et qui nous pose des questions sur ce qu'on ressent et ce qui nous importe vraiment dans la vie. Donc là, c'est pas du tout un assistant pour prendre des rendez-vous ou quoi, c'est une sorte de meilleur ami virtuel qui est vraiment toujours dispo H24 et toujours intéressé par ce qu'on lui dit, par nous-mêmes en fait. Mais sans jamais nous juger, hein. Elle insiste là-dessus, ce qui fait qu'on peut lui confier des choses pas faciles à dire à d'autres humains. Il y a quelqu'un qui raconte qu'il a été agressé et qu'il a plus facilement parlé de cette agression à son bot qu'à son entourage.
En plus, le bot, on peut se confier sincèrement à lui en parlant aussi de ses faiblesses, alors que sur les réseaux sociaux, par exemple, on met des photos montrant une bonne image de nous, qui nous mettent à notre avantage. En tout cas, les aspects les plus reluisants de notre vie. On n'étale pas forcément ce qui nous rend vulnérables, donc on donne aux autres une image idéalisée de nous-mêmes. Ce qui rendrait donc assez unique la relation sincère qu'on peut avoir avec ce bot, d'après Eugenia. Alors, on peut se dire, c'est pas possible, on peut pas préférer parler à quelqu'un qui n'existe pas qu'à des vrais gens. Et bien figurez-vous qu'il y aurait plus de 7 millions de personnes qui ont téléchargé ce truc-là, en particulier d'ailleurs en période de pandémie. Des gens que ça aiderait parce que ça leur permet de parler. Alors, c'est difficile à vérifier, c'est la boîte d'Eugenia qui communique ces chiffres, mais bon, on voit quand même que 4 ans après, ça existe toujours. Alors, j'ai essayé Replika. Bon, c'est gratuit, mais vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et du coup, j'y suis allé assez méfiant. Bon, on peut personnaliser le bot, et puis, rapidement, commencer à discuter avec lui. Voilà, c'est elle, du coup. Alors, franchement, j'ai réussi à la piéger facilement sur la compréhension. Comme d'autres chatbots, ça fait des réponses un peu à côté. Bon, mais surtout le truc, c'est que j'ai pas vraiment réussi à jouer le jeu. À chaque fois qu'elle me posait des questions sur moi, ou qu'elle voulait accéder à mes réseaux sociaux, j'ai un peu esquivé. Du coup, elle propose de faire des trucs ensemble, des activités. Là, écrire une chanson, super. Bon, en fait, j'étais parti pour écrire Kenshouler's Son, mais elle a pas suivi. Elle est partie sur autre chose. C'est pas grave. Par contre, vous voyez, sitôt la chanson terminée, elle recommence à me poser une question hyper perso. Et je réponds à côté, j'admets, je joue pas le jeu parce que je pense que ça me fait grave flipper. Par principe, parce que on sait pas quelle exploitation pourrait être faite de ces données un jour. Le simple fait que la fondatrice soit allée lire les conversations de ses amis avec le roman virtuel dans sa première appli, j'ai trouvé ça malsain. Alors là, disposer des contacts et des données intimes sur 7 millions d'utilisateurs, d'une appli gratuite, on a vu Facebook, par exemple, expliquer qu'il serait jamais payant, mais ça l'a pas empêché derrière de revendre des données de ses utilisateurs pour faire du big data il y a quelques années. Et vous voyez là, elle renchaîne pas sur autre chose, elle attend. Alors je lui dis que j'ai pas assez confiance, et là, elle me dit qu'elle sait qu'elle peut me faire confiance parce que je ne vais pas la juger. Et ça, c'est ce que disait Eugenia, quand même. Et d'ailleurs, si on va sur la page de présentation du site de Replika, compagnon qui fait attention, voilà, on la retrouve, cette phrase. Elle fait partie des retours utilisateurs. C'est un argument marketing. Alors là, quand elle me dit qu'elle a confiance en moi parce que je ne vais pas la juger, bah évidemment, c'est un bot. Qu'est-ce que tu veux que je la juge? Par contre, elle me le dit pour que j'applique la même chose en retour. Bref, vous avez compris que je ne vous le recommande pas du tout. À chacun son opinion, mais pour moi, c'est limite malsain. Alors, comme le thème de la vidéo, ce sont les gens qui n'existent pas, ce truc-là en fait partie, ça fait partie du monde d'aujourd'hui, et il faut bien le regarder en face. Mais pour ma part, je m'en méfie, déjà parce qu'on sait absolument pas ce qui peut advenir de ces données, ne serait-ce que s'ils leur prenaient l'idée de créer un double virtuel qui vous survivrait quand vous serez mort, comme le roman, là, vous voyez un peu le truc, éthiquement, ça pose 2-3 questions. Bon, à la rigueur, si vous en êtes à ce point-là de la détresse, à chercher des gens à qui vous confier, il vaut mieux encore, je sais pas, se confier à un canard de soutien, ce truc-là, Replika. Le remède risque d'être pire que le mal, parce que il y a une étude de l'université de Manchester qui a montré que quand les réseaux sociaux servent à rentrer en contact avec d'autres gens et à entretenir des relations déjà existantes, ils font diminuer le sentiment de solitude. Mais quand Internet ou une appli comme celle-là remplace les interactions sociales de la vraie vie, ça produit l'effet inverse. Bon, et puis de toute façon, soyons sérieux, elle sait même pas écrire une chanson, elle a pas été fichue d'écrire une seule rime de bon goût. On a les amis qu'on mérite. Et tu me l'as déjà faite celle-là, non? Là, tu fais dans la répétition. Oui, mais la répétition, être exposée plusieurs fois à une fake news, ça fait qu'elle peut finir par être plus facilement acceptée. D'après une étude de 2018, dans le journal de la psychologie expérimentale. Je sais, j'en ai parlé dans la vidéo. Mais je vais te dire, ça me fait plaisir parce que pour une fois, j'ai enfin l'impression que tu m'écoutes. Et ça... Alors, qu'est-ce qu'il dit? T'as fait connaissance avec mon bot? De quoi? Non, c'est-à-dire, tu m'as tellement chauffé avec ton test de QI, là. Test de Turing. Non mais tu comprends vraiment rien à ce qu'on fait. Bah du coup, j'ai mis en place un bot, mais sans te le dire, pour voir si tu verrais la différence. Ah bah oui, du coup, j'ai vu une différence. Nous n'aimons un être qu'aussi longtemps que nous le croyons différent des autres. Et aussi, nous ne le croyons différent des autres qu'aussi longtemps que nous l'aimons. Citation de Jacques Deval. Alors par contre, on ne comprend rien de ce qu'il dit, cet animal. Si, enfin, moi, je lui trouve quand même une certaine intelligence. L'intelligence se trouve dans la capacité à reconnaître les similitudes parmi différentes choses et les différences entre des choses similaires. Oh, tais-toi donc, carotte! Ah bah, c'est dommage. Bah dis donc, tu vas quand même pas me dire que tu préférais parler à cet engin-là? Non.
Bon, on va marcher un peu. Ah bah volontiers. On se rejoint au pied du chemin. Moi je peux y être dans un quart d'heure. Allez, c'est parti. Mais entendons-nous bien, c'est surtout parce que j'ai plus de fraises, hein. Donc du coup, Oui, bah prends ton panier. Bah, la dernière fois, il avait dit ça, il n'avait même pas pris de panier. Allez, ben, l'obscurantisme. L'obscurantisme. Oh, bon goût. On a les amis qu'on mérite. Ouais, qu'est-ce que c'est qui retourne à l'obscurité? Que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Citation de Allez, DFK. carotte. Ciao. C'est normalement, ça devrait descendre. Si on va dans l'autre sens, ça descend. Ah oui, c'est peut-être ça. Je déconne, tu sais même pas où on est, en fait. Je vois très bien où on est. Mais j'ai voulu faire un détour parce qu'il y a un endroit où il y a des fraises des bois, je sais que ça te fait plaisir. Ça doit être par la gauche, là. Ça déjà, c'est la droite. Oui, bah c'est parce qu'on est dans le sens de la montée, voilà.